Jessica Serra, bonjour. Bonjour Yolène. Alors, vous êtes éthologue, vous avez animé La vie secrète des chats sur TF1, donc il y en a beaucoup qui vous connaissent, même si vous êtes masqué, qui vont vous reconnaître. Vous avez écrit d'ailleurs Dans la tête d'un chat chez Human Science, et d'ailleurs vous dirigez une collection chez Human Science où vous avez écrit La bête en nous, qui va être notre sujet. Et puis là, vous venez juste de sortir, plus pour les enfants, mais enfin pour les parents aussi, le grand livre de l'intelligence animale où vous reprenez plein de découvertes qu'on a fait récemment. Alors, la bête en nous, qui est donc notre sujet ce matin, vous voyez en fait le nombre de points communs que nous avons avec les animaux et finalement qu'il ne faut pas avoir honte, je dirais quelque part, d'être un animal. Donc, avant de démarrer sur des exemples bien précis, j'aimerais bien que vous nous parliez de la définition du monde, parce qu'en fait, une des choses que je trouve très intéressante dans votre livre, c'est que vous dites que, en fait, il n'y a pas de monde. Chacun a son propre monde. Oui, c'est exactement ça, hein, c'est l'objet de mon premier chapitre. En fait, chaque animal a sa propre perception du monde. C'est pas moi qui ai inventé ce concept, hein, ça revient à un célèbre scientifique et philosophe qui s'appelle Jacob von Uexküll, qui le premier a parlé de cette perception du monde qui est relative en fonction de l'espèce animale qu'on considère, à savoir que effectivement chaque espèce se construit sa représentation de la réalité à l'aide de ses propres sens. Et c'est d'ailleurs le nom que j'ai donné à ma collection chez Human Science, qui s'appelle Monde animaux, en hommage aux travaux de Jacob von Uexküll. Et cette perception du monde-là, il se pourrait bien parfois qu'elle soit plus fidèle à la réalité que la perception du monde que nous-mêmes nous nous en faisons. Parce qu'évidemment, nous percevons le monde à l'aide de nos yeux, de notre ouïe, de notre olfaction, etc. Donc nous construisons une représentation mentale du monde, mais probablement n'est-elle pas la plus fidèle. Il y a des espèces qui nous surpassent en termes de sensorialité. Oui, je ne sais pas si on en parlera, mais par exemple, je pensais aux chauves-souris. Je pense qu'une chauve-souris, elle n'a pas du tout la même façon de voir le monde que nous, et son monde est loin d'être irréaliste, en fait. Il est presque plus réaliste que le nôtre. Oui, c'est Ouais. exactement ça. On retrouve des espèces qui sont capables, par exemple, de voir dans l'obscurité ou qui vont Ouais. effectivement utiliser les colocations pour se repérer dans l'espace. Et donc, effectivement, le monde qu'elles voient n'est pas le même monde que nous représentons. Et ça relativise grandement notre place dans l'univers aussi, parce que dans cette vision-là, l'animal est un sujet, il n'est plus un objet. Et donc, on est dans une lecture qui est beaucoup plus horizontale du vivant que cette relation verticale que nous avons créée de rupture entre l'homme et l'animal. Oui, alors justement, vous dites qu'en fait, avant, on avait une relation très verticale, c'est ça, et que maintenant, on commence, ou il faudrait qu'on ait une relation plus horizontale? Alors disons qu'à l'époque préhistorique, on était déjà sur une relation horizontale, qu'elle est devenue verticale, on va dire à peu près à la période de la Grèce antique, avec un changement majeur dans le système de croyances qui s'est instauré et qui finalement a perduré via les monothéismes, pour arriver aujourd'hui à effectivement une relation qui est purement verticale, mais à une prise de conscience finalement du non-sens scientifique de cette relation verticale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend conscience que l'animal est sensible, que l'animal est intelligent à sa manière et qu'il mène son existence propre, qu'il n'a pas besoin forcément de l'homme pour vivre, à l'exception des animaux domestiques. Quand vous parlez de la relation verticale, pour nos amis qui nous écoutent, on est bien d'accord que c'est une relation dirigée par l'homme, plutôt l'homme blanc d'ailleurs, après femme, etc. Et puis on termine par les animaux et tout en bas les plantes. C'est plutôt ça, c'est C'est ça? ça, c'est quelque chose qui s'est installé dès la Grèce antique finalement, où Aristote disait déjà que la nature et les animaux ont été créés pour l'homme. Donc là, on est dans une vision très utilitariste finalement du monde qui nous entoure et des animaux. Et cette vision-là va s'inscrire durablement dans le monde occidental essentiellement, dans d'autres cultures évidemment, mais il y a aussi des cultures qui sont très respectueuses de l'animal et qui finalement non seulement ne vont pas en consommer, mais vont être très respectueux de toute forme de vie animale. Donc toutes les cultures existent et elles sont en fonction des croyances et finalement de la manière dont on a été éduqué et conditionné. Alors justement, quand on voit cette conception très humaine des choses, on arrive peut-être à quelle est la différence entre les animaux et nous? Et est-ce que c'est pas justement une des différences les plus importantes? C'est cette façon qu'on a de toujours rendre les choses un peu abstraites, d'inventer des concepts, etc. Alors effectivement, le fait de maîtriser des concepts, Sapiens le fait plus que toute autre espèce animale, c'est-à-dire qu'on est capable de faire voyager nos pensées dans le domaine de la fiction. Néanmoins, on s'interroge de plus en plus sur l'existence de l'imaginaire chez les animaux et sur cette maîtrise des concepts. Ce qu'on a montré, c'est que des animaux aussi différents que le fameux Alex,
le perroquet, qui était le perroquet d'Irene Pepperberg, donc l'éthologue, hein, qui a été rendu célèbre par les prouesses de son perroquet, eh bien, il était capable de maîtriser des concepts aussi variés que différents d'eux, plus grands qu'eux. Donc finalement, si on définit l'abstraction comme la capacité à maîtriser des concepts, on peut parler d'abstraction chez les animaux. Maintenant, je pense que ce qui a été véritablement disruptif chez Sapiens, c'est sa capacité à transporter ses pensées dans le domaine réellement de la fiction. Et ça, j'en discute beaucoup dans mon ouvrage « Donc la bête en nous », où finalement, je pense qu'à partir du moment où nous avons conscientisé à l'extrême la mort, où ça nous est devenu absolument abominable et inconcevable de voir cette mort-là, il a fallu que nous trouvions une explication, un pourquoi. Il a fallu expliquer finalement et chercher une intentionnalité derrière tout ça. Et à ce moment-là, nous avons inventé un autre monde, un monde mystique. Et c'est cette apparition de la croyance mystique qui, je pense, a ouvert la porte des possibles chez Sapiens et a permis de transporter réellement nos pensées beaucoup plus loin dans le domaine de l'imaginaire, beaucoup plus loin en fait dans le domaine de la fiction. Oui, mais c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. Tous les animaux craignent la mort, mais on a l'impression que les animaux, les autres, l'acceptent parce qu'elle fait partie de la vie. Et on est sans doute les seuls d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien certains milliardaires qui mettent un argent fou pour essayer de devenir immortels, ce qui a un côté un peu risible en même temps et assez dramatique. Est-ce que tout ça ne vient pas d'une de nos caractéristiques, ça serait l'ego? Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi, moi, aussi formidable que je suis, je vais mourir? Non, c'est pas acceptable, ça. Alors, je pense que c'est pas acceptable pour Sapiens. C'est pas forcément que sur ce facteur-là. Je pense aussi qu'il y a la maîtrise du concept d'irréversibilité. Ça, j'en discute dans mon tout premier ouvrage qui s'appelle « Dans la tête d'un chat », où, par exemple, on sait que l'animal est capable de souffrir lorsqu'il va perdre un congénère, mais est-ce qu'il comprend que ce congénère ne va jamais revenir à la vie? Est-ce qu'il comprend finalement qu'il est parti pour toujours? Il y a cette célèbre histoire du chien, vous savez, qui avait attendu sur le quai son maître qui était déjà décédé malheureusement. Il a attendu pendant plus de 10 ans le retour de son maître, ce qui penche en faveur en tout cas chez le chien, d'une absence de concept d'irréversibilité. Et à ce moment-là, effectivement, la peur de la mort, elle est là, mais elle est moins omniprésente parce que finalement, on ne conscientise pas que ça sera fini pour toujours, probablement. Mais on en a peur pour autant, on en a toujours peur. Donc après, effectivement, Sapiens a cette conscientisation à l'extrême qui l'a poussé justement à créer ses croyances mystiques, etc., et qui a ouvert le champ des possibles et qui lui a permis de sophistiquer tous ces outils, toute sa technologie. Pour autant, effectivement, on est loin encore d'avoir trouvé une solution contre la mort, mais quand on regarde un peu notre parcours, on a quand même considérablement augmenté notre longévité. Ben oui, oui. Donc on a quand même une espèce de pouvoir là-dessus grâce à nos inventions. Alors, dans les différences entre l'humain, l'animal humain et les autres, on parle souvent de la solidarité. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, l'humain a réussi à ce qu'il a fait qui est extraordinaire grâce à sa solidarité, à cette façon de vivre en groupe. Pourtant, il y a quand même pas mal d'animaux qui ont aussi de la solidarité entre eux, on commence à le découvrir. Est-ce que c'est une spécificité humaine, ça ? Alors, l'empathie, le fait d'être solidaire, c'est d'abord d'être empathique, c'est-à-dire d'avoir la capacité de ressentir les émotions d'autrui. Et finalement, on se met à la place de l'autre, donc on va manifester des comportements altruistes envers les autres. Ce qui est spécifique chez l'humain, c'est qu'on est capable de présenter ces comportements altruistes, même quand on ne connaît pas la personne qu'on a en face de soi. Je parle par exemple du don du sang. Quand vous donnez votre sang, vous ne savez pas à qui votre sang va finalement profiter. Pour autant, vous le faites. Donc, vous faites là un comportement altruiste finalement qui n'est pas dirigé envers une personne en particulier, là où l'animal, lorsqu'il va manifester des comportements altruistes, parce qu'il en existe énormément chez l'animal, ça va être des comportements dirigés directement vers le congénère. Pourquoi cette différence? Parce que l'homme a créé justement des concepts beaucoup plus, j'allais dire, d'une manière beaucoup plus élaborée que l'animal. Et dans ce concept-là, il y a ce concept de justice, de morale, d'équité, finalement de normes morales. Et finalement, on sait où part notre sang. Donc, on est capable de conceptualiser ça. Pour autant,
pour revenir à la question initiale, la solidarité, l'altruisme, l'empathie existent chez les animaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en discute de plus en plus. Quand on voit l'évolution, on parle souvent de sélection naturelle, donc on a cette idée de compétition intense. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une des autres forces motrices de l'évolution, c'est l'empathie, ce sont les comportements altruistes, c'est la coopération. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui finalement est omniprésent aussi dans le règne animal. Darwin l'avait dit d'ailleurs, ça, on n'a pas voulu le comprendre, mais il a dit qu'il y avait la loi de la jungle, mais il y avait aussi la loi de la solidarité. Sans solidarité, finalement, on ne peut pas avoir de vie. C'est ça, c'est-à-dire quand vous voyez un groupe d'individus, s'ils ne sont pas solidaires entre eux contre les prédateurs, très clairement, tous vont se faire dévorer. Donc finalement, l'altruisme est une base aussi de survie. Alors, un des autres domaines, champ de recherche absolument passionnant, et là aussi sur nos points communs et surtout nos différences avec les animaux, c'est le langage. Ça, c'est quand même, parce que c'est notre truc, le langage, on est plutôt très fort, on a de nombreuses langues, on a plein de dictionnaires. Enfin, et en fait, on se rend compte que les animaux, eux aussi, ont une forme de langage, même si certains ne l'appellent pas comme ça, on appelle ça communication. Là aussi, c'est passionnant comme champ de recherche. C'est absolument passionnant. Effectivement, c'est bien de souligner que parfois, même les éthologues les premiers, on aime garder des termes spécifiques aux animaux et d'autres spécifiques à l'homme. Pour autant, moi, j'ai pris le parti dans mon ouvrage de parler de véritable langage non humain. Parce que ce qu'on observe, c'est que, bon, déjà, on a des similitudes entre nos propres langages et les langages animaux. On va retrouver chez certains animaux qui vont privilégier la communication vocale certaines similitudes, comme par exemple l'existence d'une signature acoustique individuelle. Vous savez, quand, par exemple, les agneaux sont capables de reconnaître les bêlements... Les agneaux, oui. Sont capables de reconnaître les bêlements de leur mère dès 48 heures de vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la signature acoustique individuelle, c'est-à-dire que chaque animal a sa propre signature qui s'apparente à nos prénoms. Ce qui montre d'ailleurs que chaque animal a sa personnalité, ce qui ça aussi est assez nouveau quand même. À sa personnalité, à ses propres odeurs, à sa propre voix en fait, qui permet justement aux autres animaux de les reconnaître entre eux. Ensuite, l'existence d'un vocabulaire. Là encore, les sons ne sont pas émis de manière purement aléatoire, ils ont un sens pour les autres congénères, et ça a été démontré scientifiquement, donc ce n'est pas des chants comme ça qu'on entend qui seraient émis un peu de manière conditionnée et automatique. Il y a vraiment un sens pour les autres animaux. Et puis la troisième chose, c'est que ce qu'on pensait être vraiment spécifique à l'homme relève du registre de la syntaxe. Vous savez que le fait de faire des phrases, donc d'associer des mots qui ensemble vont donner un autre sens à la phrase plutôt que les mots pris séparément, eh bien cette syntaxe, en tout cas ce qui s'en apparente, a été même mise en évidence chez des singes, les singes Mone de Campbell, où une équipe de chercheurs français a mis en évidence effectivement que suivant la manière dont ils agençaient les sons, eh bien ils signifiaient prédateur en approche qui vient du sel ou prédateur en approche qui vient du sol. Donc on est là sur une construction. Alors évidemment, on est sur des modèles un peu simplifiés de nos propres formes de langage, parce qu'encore une fois, Sapiens a poussé à l'extrême, a développé à l'extrême et a beaucoup complexifié son langage au cours du temps. Mais pour autant, ça n'enlève rien aussi au fait que les animaux ont leur propre langage. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de langages vocaux, de langages qui font appel au son. Mais on oublie qu'il existe tout un autre langage, qui est par exemple le langage olfactif, qui va faire intervenir là un monde d'odeurs. On le sait quand on est propriétaire de chiens. Eh bien, notre chien, à chaque fois qu'on le promène dans la rue, il rentre dans des constellations d'odeurs qui ont une signification pour lui, qui le renseigne sur quel animal est passé avant, qui le renseigne sur l'état physiologique de ce chien, de cette chienne, est-ce qu'elle est en chaleur ou pas, sur son sexe, est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Donc on est loin, loin, loin encore en tant qu'éthologue à avoir décrypté l'ensemble de ces langages, mais on commence à en avoir un petit aperçu. Alors, je dirais même, il y a même d'autres langages qu'on découvre d'une manière incroyable. Je pense par exemple au langage des vibrations. Là, je pense aux baleines ou aux éléphants où les vibrations veulent dire des choses. Alors pour nous, les vibrations, c'est juste un truc qui est comptable, quoi. Ça, par exemple, c'est passionnant, le langage c'est passionnant, il y a le langage des vibrations, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a le langage corporel, la manière dont les animaux vont utiliser leur propre corps pour signifier quelque chose à l'autre individu, notamment les oiseaux dans certaines parades nuptiales qui vont faire de véritables danses, ce qui s'apparente à des danses. Les mâles vont danser pour plaire aux femelles ou vont même construire des nids pour plaire aux femelles. Donc on a toute forme de langage et aussi différente finalement que les sensorialités ne le sont chez les animaux. Je pense même aussi au langage électrique.
qu'on commence à découvrir, notamment chez les poissons, qui ils n'ont pas de chance, comme ils ont des yeux un peu globuleux, tout le monde pense qu'ils sont idiots, alors qu'en fait, on découvre des choses hallucinantes sur les poissons. Et là, pareil, c'est incroyable le langage électrique, finalement, cette façon qu'ils ont de produire de l'électricité. Enfin Oui, alors ça nous fascine d'autant plus qu'on n'est pas capable de le faire Eh et que oui. c'est une sensorialité effectivement qu'on n'a pas. Donc on rentre là dans des mondes qui sont tellement différents des nôtres qu'on a du mal à se le représenter. Et c'est tout à fait normal puisqu'on se représente encore une fois le monde à l'aide de nos propres sens et que tout ce qui fait intervenir une sensorialité qu'on n'a pas ou qu'on maîtrise très peu est très difficile à imaginer, très difficile de se construire une idée de ce langage, de ce type de langage-là. Comme tout ce qui est infrason, ultrason, là aussi, on rentre dans un domaine, on parlait des chauves-souris tout à l'heure. En fait, Oui. beaucoup d'animaux ont ces pouvoirs-là, beaucoup plus qu'on Beaucoup, pensait. j'en parlais dans mon premier ouvrage, Dans la tête d'un chat. Par exemple, quand vous avez des souris dans votre grenier, vous êtes vite agacé parce que de temps en temps, vous entendez des petits grignotages, des choses comme ça. Mais il faut bien s'imaginer que votre chat, lui, il entend de véritables symphonies d'ultrasons parce qu'on sait aujourd'hui que les souris communiquent énormément à l'aide d'ultrasons notamment. La mère et ses petits, par exemple, communiquent beaucoup à l'aide des espèces de gazouilles. Les petits vont émettre des espèces de gazouillis de souriceaux et la mère va discuter avec eux avec des ultrasons. Il y a aussi de véritables chants nuptiaux qui existent entre les souris mâles et les souris femelles. Donc cette communication par ultrasons elle est extrêmement riche. Et il y a des animaux, en l'occurrence les prédateurs souvent, qui sont capables d'entendre dans cette gamme de sons et qui du coup rentrent encore une fois dans un monde de sons qui nous est totalement inaudible. Et alors, là où c'est vertigineux finalement la recherche sur le langage, c'est qu'à partir du langage, il y a une culture. Là aussi, pour nous, c'est une révolution de penser que les animaux ont une culture. Mais Darwin l'avait déjà un petit peu dit quand il parlait des pinsons qui n'avaient pas le même accent en fonction de l'endroit d'où ils chantaient. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on retrouve dans l'œuvre de Darwin toutes les grandes idées phares d'aujourd'hui, mais qui parfois sont tombées dans l'oubli, parfois n'ont pas été investiguées suffisamment. C'était trop dur à l'époque C'était trop d'entendre ça. dur. C'était trop dur. Et je discute beaucoup de ça, d'ailleurs, de son premier ouvrage, où bon, déjà c'était très compliqué d'imaginer cette filiation entre l'homme et l'animal à cette époque-là, d'autant plus. Maintenant, par exemple, on accepte beaucoup plus volontiers notre filiation avec les animaux. On accepte aussi l'idée qu'ils puissent être intelligents. Mais il y a une dernière chose que finalement on accepte beaucoup moins, c'est le registre des émotions. J'y ai consacré tout un chapitre. On va en parler d'ailleurs, Voilà. parce que ça, c'est très important. Ouais. Qui s'appelle Nos émotions sont bestiales, comme si finalement il ne resterait qu'à l'homme en termes de spécificité que son âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est un mélange de souvenirs et d'émotions. Donc on essaie finalement toujours, même de manière inconsciente, et même quand on aime les animaux, de s'élever un peu par rapport au reste du vivant en se disant non mais moi j'ai quelque chose un peu différent et mon âme c'est ce mélange d'émotions, etc. Et donc Darwin avait rédigé un ouvrage sur les émotions qui lui aussi est très peu connu, comme si finalement on acceptait une certaine part de son travail, mais pas l'ensemble de son ouvrage. Alors justement, puisqu'on parle d'émotions, on va commencer par une des plus belles, c'est l'amour. Là aussi, jusque-là, les animaux, ils se reproduisaient, mais il n'y avait pas d'amour. Et à part quelques propriétaires de chiens qui se rendaient bien compte que leur chat était tombé amoureux du chien de la voisine, mais bon, à part quelques histoires comme ça. Et en fait, là aussi, on découvre des choses incroyables sur l'amour chez les animaux. Oui, alors typiquement, on en revient à l'utilisation des mots qu'on utilise de manière scientifique ou pas. Et jusqu'à il y a peu, même encore maintenant, les éthologues préfèrent parler d'attachement chez les animaux, comme si, là encore, le terme amour devait être réservé à Sapiens, comme si la noblesse de nos sentiments était finalement plus importante que celle des animaux. Oui, parce que c'est moche, attachement, ça fait colle. Ça fait pas rêver, alors qu'amour... oui. L'amour fait Oui. rêver, l'amour nous transporte. Effectivement, je discute beaucoup de ça parce que moi, j'ai utilisé ce terme amour parce que je suis convaincue que les animaux sont capables d'aimer au même titre que nous, que l'amour donc n'est pas l'apanage de Sapiens. Et d'ailleurs, ce qu'on a montré, c'est que ces processus d'attachement se jouent avec des notes moléculaires universelles, c'est-à-dire avec les mêmes notes avec lesquelles notre amour se joue et avec des structures cérébrales qui sont
très similaires parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans le cerveau, dans nos cerveaux d'êtres humains, les structures cérébrales qui sont impliquées dans le traitement des émotions, finalement, on peut évoluer au cours du temps. Donc la manière dont nous ressentons les émotions est probablement très similaire à celle dont la manière les animaux ressentent aussi les émotions. Alors racontez-nous quelques histoires de Roméo et Juliette, et notamment je pense au poisson zèbre dont vous parlez. Alors ça, moi, ça m'a tellement touchée. Ouais, c'est des travaux qui ont été réalisés par une équipe française qui est conduite par François-Xavier de Chaume, qui sont absolument fabuleux. Donc c'est un petit poisson monogame qui choisit un partenaire amoureux et qui va s'accoupler avec ce partenaire et élever ensemble leurs petits. Alors c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça chez le poisson. Pourquoi ? Parce qu'on est pétri souvent de croyances et on fait des différenciations dans le règne animal entre les animaux qui nous ressemblent, finalement, on serait plus enclin à leur attribuer de l'intelligence et des émotions, tandis que ceux qui sont très différents de nous, ou qui vivent dans un milieu différent, ou qui sont miniaturisés, je pense aux insectes, eh bien, on leur accorde très peu à ces animaux-là. Et pour autant, les recherches sur les poissons sont absolument phénoménales et montrent que les poissons aussi ressentent des émotions. Et ce poisson cyclidé zèbre, là, on est l'ultime preuve, c'est-à-dire que les chercheurs ont enlevé le partenaire amoureux, alors pendant un certain temps, je vous rassure, au mâle, et puis à la femelle, pardon, oui, c'était à la femelle. Puis ils ont regardé, ils ont analysé les réactions de cette femelle séparée de son partenaire pour voir un peu comment elle réagissait en l'absence de son amoureux. Et ce qu'ils ont montré, c'est que, alors qu'auparavant, elle était plutôt optimiste, eh bien, elle devenait complètement pessimiste. Alors, ils ont montré ça en utilisant un test un peu savant qui s'appelle le test du biais de jugement. Mais je trouve l'expérience assez formidable où finalement cette petite femelle, et même quand on remplace d'ailleurs le mâle par un autre mâle, peut-être jeune et vigoureux, eh bien, elle n'y trouve pas son compte et elle continue à avoir la vie en noir. Donc en plus, elle est fidèle, elle est amoureuse Elle et est fidèle. fidèle, Et alors, oui. ça se passe comment un test comme ça? Parce que Alors en fait, on présente des petites boîtes d'abord. Alors, je vous le simplifie, mais oui, par exemple oui. une boîte noire avec une récompense alimentaire et une boîte blanche dans laquelle il n'y a pas de récompense. Ça, c'est quand le couple est formé et que tout va bien. Et donc très vite, les deux poissons vont apprendre à soulever le couvercle de la petite boîte parce qu'ils vont savoir que la boîte noire permet d'avoir accès à un petit verre et c'est super. La boîte blanche permet rien du tout et donc on s'y désintéresse. Et puis le jour où ils ont enlevé le mâle, eh bien, on va présenter cette fois-ci ce qu'on appelle un stimulus ambigu. C'est une petite boîte grise, qui donc n'est ni blanche ni noire, qui est au milieu. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les femelles qui n'étaient pas séparées de leur partenaire amoureux, eh bien, allaient spontanément, par curiosité, aller soulever cette boîte grise pour voir ce qui s'y trouvait. Tandis que celles qui avaient été séparées, qui étaient dans un état plutôt de détresse, ne s'y intéressaient pas du tout. Donc rien ne les intéressait, elles n'avaient pas cette curiosité qu'on peut avoir quand on voit la vie de manière optimiste. Ouais, donc ce qui montre aussi, là, des travaux l'ont prouvé, que la déprime, la dépression, même la folie d'ailleurs, existe aussi chez les animaux. Oui. Alors pour continuer sur l'amour, la sexualité, qui est un sujet qu'on aime beaucoup, nous les humains, qui est un sujet qui en général met tout le monde en transe, chez les animaux, c'est quand même un grand lupanar, hein, c'est incroyable. Oui, alors bon, Sapiens, on est quand même des maîtres en la matière, il faut le rappeler, même si notre sexualité est beaucoup cachée, on voit le succès des films pornographiques à travers le monde, quand on se projette dans le temps, à l'époque romaine, et qu'on regarde un peu les peintures murales, on se rend compte que finalement la sexualité était omniprésente à cette époque aussi. On a un rapport finalement très prude aujourd'hui à notre propre sexualité. Et comme on a une vision très utilitariste, très mécaniste, qui, même chez les plus ouverts d'entre nous, est finalement interne un peu à notre éducation, à la manière dont on nous a appris à penser, eh bien, beaucoup de gens pensent encore que ce qui anime les animaux dans le passage à l'acte sexuel, c'est l'instinct reproducteur. Mais pas du tout. En fait, ce qui les anime, c'est la recherche du plaisir, avant tout comme l'homme. Et ça explique beaucoup de comportements sexuels qui sont observés, notamment des comportements homosexuels. Le fait que les animaux ont recours à la masturbation au même titre que l'homme, au plaisir solitaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent dans le règne animal, et que finalement, tout ce qui passe par là, des fois, est bon à prendre. Et puis, il y a des animaux qui sont plus portés sur la chose que d'autres. Je pense aux dauphins, je pense aux bonobos, et qui finalement vont se livrer aux actes sexuels quasi quotidiennement. Et ce qu'ils recherchent, encore une fois, c'est le plaisir. D'ailleurs, pour les femelles, là aussi, on a une idée un peu préconçue
Seuls les mâles pourraient ressentir du plaisir et les femelles subiraient un peu comme ça les assauts des mâles, mais là encore pas du tout. Il y a des périodes de la reproduction où les femelles sont dites proceptives, c'est-à-dire que c'est elles qui vont rechercher à s'accoupler avec le mâle, et elles vont souvent y trouver du plaisir, et elles sont bien équipées pour cela, parce que comme les femmes, les femelles mammifères possèdent un organe dédié au plaisir qui s'appelle le clitoris, et qui parfois est tellement développé, par exemple chez les hyènes tachetées, qu'elle ressemble à s'y méprendre à un pénis. Donc vous voyez un peu à quel point l'évolution n'a pas laissé en reste les femelles. Ouais. Alors, puisqu'on parle de plaisir, évidemment, on arrive à là aussi un autre aspect intéressant, c'est tout ce qui est rire, sourire. On a toujours eu l'impression qu'avec nous, qui avions un sourire ravissant et que les animaux avaient des grimaces épouvantables. Là, je vous propose qu'on regarde une photo de bébés macaques et de chiens qui, à leur façon, sourient d'une manière un peu particulière, je reconnais. Mais si on peut voir les photos des bébés macaques, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ces photos de bébés macaques qu'on voit sourire ? Alors ça, c'est une photo que j'ai mise dans mon chapitre sur les émotions bestiales de Mémoire dans la bête en nous. Parce que, pareillement, le sourire, on a l'impression que c'est quelque chose de spécifique à notre espèce. Or, d'ailleurs, quand on regarde à nos nouveau-nés humains qui sourient aux anges, on dit qu'ils sourient aux anges, on pense que ça présage, encore une fois, de la noblesse des sentiments humains à venir. Sauf que là, on a une équipe de chercheurs qui s'est intéressée à ce sourire de nouveau-nés macaques, des macaques japonais, et qui ont montré que ces nouveau-nés, eux aussi, sourient pendant leur sommeil. Donc, c'est vraiment pas une spécificité de Sapiens, parce que l'origine évolutive du sourire serait très ancienne. Et surtout, finalement, ce sourire, quand on y regarde de plus près, on le retrouve chez tous les grands singes, chez beaucoup d'autres singes. Et comme tu le disais, aussi, et de manière beaucoup plus incroyable, chez le chien. S'il y a la photo du chien, parce qu'elle est assez parlante. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il grogne, il fait presque un peu peur parce qu'il a des grandes dents. C'est ça, il a des grandes dents. Alors, c'est souvent une spécificité des dalmatiens. Moi, je m'étais aperçue de ça parce que ma mère avait une chienne dalmatienne et à chaque fois, je lui rendais visite. Cette chienne-là, qui était extraordinaire, me souriait en découvrant ses gencives jusqu'aux dents, exactement comme cette chienne-là. Et évidemment, elle était en train de me faire la fête, elle n'était pas en train de me grogner dessus. Ça m'avait beaucoup intriguée parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement-là ? Je ne l'avais pas eu chez mes chiens. Donc, j'ai commencé à creuser un peu le sujet et à me dire, mais bon, on sait aujourd'hui que tous les chiens sont les descendants du loup. Et à ma connaissance, le sourire tel quel, tel que décrit là, en rapport avec un contact humain, n'existe pas chez le loup. Alors, comment ça a pu apparaître chez le chien ? Eh bien, l'hypothèse qui est privilégiée, c'est que le chien qui a développé un véritable mode de communication avec l'homme, aurait su développer ce mode de communication bien spécifique en nous imitant, c'est-à-dire qu'il nous signifie là que lui aussi, il est heureux au moment où il nous voit. Et ça existe chez d'autres races de chiens, parce que moi aujourd'hui, j'ai un croisé berger australien Border Collie qui me sourit aussi. donc on peut le voir apparaître chez d'autres chiens aussi, mais c'est pas, on va dire, c'est pas une constante chez toutes les races de chiens, c'est seulement chez certains. Alors moi, je confirme parce que j'ai des Groendahl, donc des bergers belges, et j'en ai un qui est tout jeune et il sourit au début, ça faisait très très étrange parce qu'il relevait ses babines et vraiment, ça faisait un peu flipper, j'avoue. Et alors, il fait un autre truc, c'est que quand il est ému, il se jette sur vous comme pour vous embrasser. Je peux vous dire que la première fois qu'il fait ça, vous vous dites il va me mordre. Donc là, et en fait, pas du tout. En fait, il est tout mignon. Alors, on a parlé de rire et de sourire, mais dans les émotions, il y a aussi les émotions négatives, la tristesse, les pleurs, le deuil. Là aussi, on se rend compte que les animaux ont des émotions très fortes. Oui, j'ai pris le temps de discuter de toutes ces émotions négatives parce que, par exemple, en ce qui concerne la tristesse, l'être humain va émettre des larmes, ce qui, en général, est le signe d'une tristesse profonde. On sait qu'on peut être triste sans émettre de larmes, et je discute de ça aussi, beaucoup d'hommes ne pleurent pas aujourd'hui, mais c'est purement culturel, il faut le savoir. Ils se mettent à pleurer maintenant, c'est bien d'ailleurs. Oui, de plus en plus, contemporain, et c'est bien qu'il évacue un peu son chagrin. Il y a quelques centaines d'années, les hommes pleuraient autant que les femmes. Et c'était un signe de noblesse. C'était un signe de noblesse. Un homme qui pleure, il n'y avait rien de péjoratif à cela. Et c'est plutôt, on va dire, c'est ce dernier siècle où la tendance s'est inversée
et où ça devenait quelque chose finalement de très féminin, donc pour certains de péjoratif parce que il pleure comme une femme, que le pleur a été mal vu chez l'homme. Et donc on conditionne les petits garçons à éviter de pleurer en public, sinon ils pleureraient bien comme nous. Et donc c'est cette existence des larmes dont je parle, émotionnelles, hein, parce qu'on a tous des larmes basales, des larmes réflexes. Ce matin avant de venir, j'avais petite poussière dans l'œil et mon œil s'est mis, mon œil gauche s'est mis à pleurer, mais pour autant ce sont des larmes, voilà, réflexes. Mais en revanche, les larmes émotionnelles, c'est dans un contexte d'émotion bien particulier. Pour autant, on n'a pas montré l'existence de ces larmes émotionnelles chez les animaux. Donc là aussi, je me suis interrogée, mais finalement, est-ce que ça voudrait dire que les animaux n'éprouvent pas de chagrin ? Alors pas du tout, parce que ce qu'on a montré, c'est que d'abord les larmes émotionnelles chez l'homme seraient apparues assez tardivement au cours de l'évolution. On pense il y a environ 150 000 ans. Et bien sûr, ça nous interroge sur les ancêtres, nos ancêtres, avant cette époque-là. Est-ce que lorsqu'ils n'émettaient pas de larmes, est-ce que pour autant ils n'étaient pas capables d'éprouver du chagrin ? On comprend bien qu'ils en éprouvaient eux aussi. Et on comprend aussi que tout simplement les animaux vont finalement manifester leur chagrin d'une autre manière. Souvent les animaux se montrent abattus, certains arrêtent de consommer de la nourriture, arrêtent de manger, d'autres se laissent carrément mourir de faim, hein. Je pense à des chiens qui perdent leur maître et qui vont se laisser dépérir, même des chats qui aujourd'hui subissent de l'anxiété de séparation, qui sont extrêmement stressés quand leur maître s'en va et qui vont se montrer à leur tour abattus. Donc la tristesse, effectivement, est aussi une émotion commune à l'homme et aux animaux. Puis alors, dans les tristesses, on voit beaucoup d'images en ce moment sur le deuil, parce que là aussi, on était persuadé qu'avec l'être humain qui avait le sens de la mort, le deuil, les enterrements, etc. Là aussi, c'est incroyable ce qu'on découvre. Je pense aux bébés orques, les mamans qui gardent leur bébé pendant longtemps. Je pense... Oui, on a de plus en plus d'observations qui montrent effectivement la tristesse éprouvée, alors beaucoup aussi par des mères qui perdent leurs petits. Je pense à une maman chimpanzé qui a transporté le corps de son petit pendant des semaines et qui en a pris soin, c'est-à-dire qu'elle toilettait son petit, qu'elle le gardait, et qu'à chaque fois que quelqu'un s'approchait du petit, c'était un grand stress pour elle. Je pense à cette mère adoptive chimpanzé, hein, qui avait adopté un petit qui, en grandissant, est décédé et qui continuait à lui nettoyer les dents. Je pense au cortège funèbre des dauphins qui sont parfois vus en train de transporter le cadavre d'un delphino décédé. Et puis, évidemment, quand on pense à ce genre de choses, on pense aux éléphants. Alors, le mythe du cimetière des éléphants, pour l'instant, n'a jamais été démontré. En revanche, il y a des études scientifiques qui ont été menées pendant des années et qui ont montré que les éléphants sont capables d'éprouver une très grande tristesse, qui vont le manifester d'ailleurs avec des sons particuliers, des comportements particuliers, et que souvent, ils reviennent voir les dépouilles d'ailleurs, hein, comme si on était justement dans cette... finalement mémoire de l'individu qui est décédé et peut-être dans cette incompréhension que cet individu le corps soit en train de changer et qu'il ne revienne pas à la vie. Alors dans les choses aussi, dans les secteurs qu'on découvre et qui sont assez extraordinaires, c'est le sens du beau. Vous posez la question dans votre livre, est-ce que les animaux aiment les belles choses ? Finalement, oui. Oui. Et ça, c'est vraiment pareillement, hein, quand on essaie de différencier Sapiens du reste du règne animal, on se dit toujours oui, mais Sapiens, il a un sens artistique, donc il est dans la finesse en fait, Sapiens. Et il est vrai que nous sommes des maîtres en la matière, on est capable de faire des tableaux, de créer de la musique, on est vraiment des as, voilà, dans la création artistique. Mais ce sens du beau, moi, m'interrogeait parce que qu'est-ce qui fait que finalement on est attiré par le beau ? Qu'est-ce qui fait qu'on a ça en nous ? Eh bien, il trouve une origine évolutive parce que ce qu'on voit, c'est notamment chez les oiseaux, par exemple, le sens de l'esthétisme est extrêmement poussé. Les animaux, de manière générale, vont choisir leur partenaire amoureux essentiellement sur des critères esthétiques. Les oiseaux particulièrement. Je pense à ces oiseaux jardiniers. Alors, je vous propose justement qu'on voit une vidéo que vous nous avez préparée sur un oiseau jardinier qui prépare un nid pour attirer les femelles. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo que je vais commenter pour nos amis déficients visuels qui nous écoutent et qui ne peuvent pas forcément le voir. Donc, en fait, cet oiseau, il n'est pas spécialement beau d'ailleurs, il est normal, hein, je dirais, il est gris. Et alors, donc, il a en fait une cabane incroyable qui fait quoi en branches, avec des branches. Et alors là, on voit des couleurs.
C'est ça, c'est-à-dire que pour attirer les femelles pour être accouplées, en fait, il construit une maison qui doit être la plus belle possible parce que les femelles sont très difficiles et il va utiliser beaucoup de couleurs. Il va utiliser des couleurs. En fait, il va carrément déposer des objets décoratifs qu'il va choisir avec beaucoup de précaution. Et surtout, il va déposer ces objets décoratifs pas de manière aléatoire. On pourrait croire que, boum, je vais choisir des petits objets bleus, je les dépose. Mais pas du tout. Il va les déposer d'une certaine manière, de sorte de créer ce qu'on appelle un effet de perspective forcée pour que les objets paraissent plus grands. Et la femelle qui vient visiter un peu le nid du mâle, eh bien, elle va être extrêmement sensible à la beauté de la construction, à la beauté des objets décoratifs, et elle va choisir de s'accoupler ou pas avec le mâle en fonction de l'ouvrage, de l'œuvre d'art qu'elle a devant elle. Et alors, c'est toute une histoire parce que du coup, les mâles vont piquer des objets aux autres. Enfin, c'est tendu, hein, c'est pas... C'est tendu parce qu'évidemment, les mâles veulent remporter le trophée et donc ils sont prêts effectivement à aller jusqu'à piquer les objets des autres pour rendre leur nid d'autant plus joli. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est l'histoire de la perspective. Parce que nous, les êtres humains, on a mis du temps à inventer la perspective en art, en peinture. Hein. Ça, c'était pas dans les cavernes. Hein, donc, oui, c'est une découverte assez récente ouais. qui a été faite par un chercheur. Moi aussi, ça m'a bluffé. Mais c'est dire que quand même, les choses se font avec une extrême précision aussi par les animaux. Ouais. Et alors, vous citez d'ailleurs des chimpanzés qui regardent des couchers de soleil, etc. Enfin, on se rend compte quand même que les animaux, d'une façon générale, aiment beaucoup la beauté. Oui, ils sont très observateurs, peut-être plus que nous dans nos sociétés. Je pense qu'on était certainement plus observateurs de la nature à l'époque préhistorique parce qu'on dépendait des autres aussi pour se nourrir. On dépendait du cycle des saisons, du cycle de la vie. On dépendait aussi des animaux essentiellement parce qu'on s'en nourrissait et qu'on les chassait et que sans ces animaux-là, on savait qu'on ne survivait pas. Donc on était très attentifs à leur mode de vie, à leur comportement. Et c'est ce qui est souligné dans les représentations animales, dans les grottes ornées. Quand vous regardez ces magnifiques dessins, que vous dites qu'ils ont plus de 20 000 ans, vous vous rendez compte, un, du sens artistique qu'avaient déjà nos ancêtres, et deux, finalement, du fait qu'ils étaient des éthologues dans l'âme, qui étaient capables de retranscrire très très finement, avec une grande finesse, les comportements observés. Alors, dans les arts, évidemment, il y a la musique. Ça aussi, on aime beaucoup. Là, pour le coup, on le partage quand même avec les oiseaux. Ça, on le reconnaît. Même Mozart, je crois, faisait un petit dialogue avec un petit oiseau. Et je pense que tous les musiciens savent que les oiseaux ont un sens de la mélodie extraordinaire. Mais il y a le sens du rythme. Alors, je voudrais qu'on regarde une vidéo qui est très rigolote avec un coyote. Bon, vous l'avez peut-être déjà vue, mais elle est tellement marrante qu'on la revoit mais vraiment sans hésiter. Est-ce qu'on peut voir cette vidéo où on lui passe une musique et là aussi on va la commenter pour nos amis. Voilà, donc déjà c'est très joli un cacaotes, c'est quand même très beau avec une espèce de grande plume sur la tête. Enfin, et alors il est très marrant parce que il est capable de danser et de faire une véritable chorégraphie. Et c'est pas juste une vidéo du net, parce que des scientifiques se sont intéressés à son cas et ils ont noté tous les pas de danse faits par Snowball, qui est un cacatoès à huppe jaune. Et vous voyez le nom des pas de danse qu'ils ont répertoriés. Le fameux headbang. Ouais, c'est incroyable. Des rockers ACDC. Il bouge ses ailes, il bouge ses pattes. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on voit qu'il y a un perroquet derrière qui, lui, il n'a pas du tout le sens du rythme. Pareil, il regarde en disant, la vache, il est bon, hein, mais... Donc, comme quoi, là aussi, il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. C'est ça, comme chez les humains. Oui, c'est très rigolo, ça. Et c'est vraiment. une étude qui est parue dans Current Biology, donc, qui est quand même une revue prestigieuse, internationale. Donc c'est hilarant et en même temps, ça nous a appris beaucoup. D'abord sur la sensibilité des animaux à la musique. Ça, on le savait effectivement chez les oiseaux, mais on le savait moins chez les chats, chez les vaches, chez les rats, qui sont tous sensibles à la musique. Et puis, ils se sont intéressés plus finement à ce cacatoès en se disant, dis donc, qu'il danse quand même vachement bien. Ah ouais. Donc, ils ont répertorié les pas de danse et surtout, ils ont pris une musique et ils ont fait changer le rythme de la musique pour voir si finalement, c'était des pas qui étaient émis de manière automatique ou si, au contraire, Snowball était capable d'adapter sa danse en fonction du tempo de la musique. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que oui,
il était capable d'adapter son rythme, d'adapter ses pas de danse en fonction du tempo de la musique, comme le ferait un homme en fait. Ouais, c'est incroyable. Et alors, vous dites aussi qu'en général, c'est quand même la musique classique qui est la plus appréciée. Notamment, on a fait des expériences avec les vaches Oui, qui tout à fait. préfèrent écouter du Alors Mozart ou du la musique Beethoven. classique, en tout cas, on sait que comme chez l'homme, elle a souvent un effet apaisant chez les animaux. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de fermes, d'élevage ou de centres de détention des animaux qui vont diffuser de la musique pour les relaxer. Et là, l'étude qui avait été faite, c'est finalement de diffuser une musique classique à des vaches et on montrait que la production de lait était plus importante chez ces vaches, probablement parce qu'elles étaient plus relaxes que des Ouais. vaches qui n'écoutaient pas de Mozart. Alors, on a parlé quand même de beaucoup de choses très positives chez les animaux, mais enfin, ils sont comme nous, hein, ils ont aussi une face sombre, un dark noir eux aussi. Et je pense évidemment aux guerres, à la violence, à l'amour du pouvoir. Alors, c'est peut-être pas toutes les espèces animales, mais enfin, ça existe aussi dans la nature. Oui, oui, bien sûr. La violence, elle est quand même très présente dans la nature. Elle n'est pas, tous les animaux ne sont pas des pacifistes. Alors, souvent, chez la plupart des animaux, il va y avoir de la violence, mais qui va être redirigée finalement vers quelque chose qui n'aboutit pas forcément à une tuerie. C'est-à-dire qu'on voit souvent des mâles rivaux s'affronter. Ça peut être très impressionnant, des cerfs, par exemple, bois contre bois, etc. C'est-à-dire qu'ils ont des rituels, en fait, c'est des rituels Oui, pour... c'est très ritualisé et c'est très impressionnant pour nous autres qui regardons la scène. Mais c'est très rare que ça finisse finalement par le décès de l'un ou l'autre. Ça arrive, hein, mais c'est plutôt rare. En revanche, il y a quelques espèces, effectivement, dans le règne animal qui sont extrêmement surprenantes par la violence et le fait qu'elles mènent, comme l'homme, des véritables guerres. Donc, je parle des fourmis. Qui sont bien connues pour ça et qui, moi, me fascinent, continuent à me fasciner parce que elles ont des stratégies militaires en fait qui sont assez similaires aux stratégies militaires de Sapiens. Alors évidemment, l'intelligence qu'il y a derrière ça, elle est discutée parce que il n'y a pas de chef qui vient dire faites comme ci, faites comme ça. Mais en tout cas, quand on regarde comment elles procèdent, eh bien certaines vont carrément envoyer une fourmi sentinelle qui va jauger de la taille de la colonie en face et décider de partir en guerre ou pas. D'autres vont carrément voler des larves pour les mettre dans leur colonie et les faire grandir en tant qu'esclaves. Et les esclaves, plus tard, vont pouvoir se rebeller contre la colonie qui les a volées. D'autres encore vont avoir des stratégies type terroriste, c'est-à-dire qu'elles vont faire exploser leur abdomen pour repousser leur adversaire et donc s'auto-tuer pour la plupart, hein, parce qu'elles ne survivent pas à cette explosion-là. Donc vraiment, on a des stratégies qui sont très similaires à celles de Sapiens. Pour autant, évidemment, on ne peut pas inférer le comportement de l'homme à partir de celui des fourmis. On est là sur des espèces qui sont très éloignées d'un point de vue évolutif. Mais c'est quand même important de souligner qu'effectivement, la violence existe. Et elle existe aussi chez nos plus proches cousins, les chimpanzés. D'ailleurs, à tel point que certains entrevoient dans le chimpanzé un modèle animal pour expliquer notre propre violence. Mais bon, il faut rappeler que parmi nos plus proches cousins, on a aussi les bonobos. Et que eux ont Qui, eux, sont des pacifistes. C'est les babas cool de c'est-à-dire la que bande. eux résolvent leurs conflits un peu Ouais, autrement faites que l'amour, par pas la la guerre, violence. eux, ouais. C'est ça. Tandis que les chimpanzés, eh bien, c'est Jane Goodall, la première, dès les années 70, qui a décrit des scènes de violence absolument extrêmes chez les chimpanzés. Alors, elles sont rares. Je dirais que quand on compare à la violence de Sapiens et celle des chimpanzés, on est sur des phénomènes quand même beaucoup plus rares chez les chimpanzés. Mais quand elles arrivent, elles sont d'une cruauté inouïe. Et Jane Goodall le relate dans son bouquin en disant que des années plus tard, elle en fait encore des cauchemars, tellement ce qu'elle voit, elle, de ces animaux avec beaucoup d'empathie, parce qu'elle connaissait ces chimpanzés très bien, et ce qu'elle voit de ces mêmes animaux dans des accès de violence, elle ne les reconnaît plus, en fait. C'est de véritables meurtres à coups de morsure. On est sur de la boucherie, en fait. Et des raisons, des motivations à tuer qui sont finalement assez similaires aux nôtres, souvent pour un gain de territoire ou une défense du territoire, souvent pour un accès aux femelles ou à de la nourriture. Donc voilà, on est sur de la violence qui existe effectivement dans le règne animal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a assez peu d'espèces. Il y a aussi les suricates qui sont assez hard, hein, de ce côté-là,
Mais on se rend compte que pour les autres, notamment les loups qu'on imagine violents, qui ne le sont pas du tout là-dessus, en fait, c'est pas rentable, je dirais, entre guillemets. C'est pas du tout efficace. Et je trouve que c'est une des choses bizarres chez les êtres humains, c'est qu'on passe notre temps à faire la guerre, ce qui n'est absolument pas efficace. C'est-à-dire que les hommes les plus vigoureux, les plus jeunes meurent, on met des années à s'en remettre. En fait, c'est complètement idiot, finalement, de faire la guerre. Est-ce que ça, c'est pas une des intelligences des animaux par rapport à nous, c'est de se rendre compte que ce n'est pas très utile dans la nature de faire de la guerre? Oui, c'est effectivement l'utilité, on peut la discuter. Après, je parle de l'origine de la violence chez Sapiens, hein, justement, en disant est-ce que de tout temps, avant même les civilisations, la naissance des civilisations, nous avions ça en nous? Et moi, je pense que oui, à la lumière des dernières découvertes qui ont été faites. Alors, il y a quelque chose de très pessimiste là-dedans, parce qu'on se dit finalement, on porte cette violence en nous et qu'est-ce qu'on en fait? Mais moi, je suis sur une note aussi optimiste en disant, comme on l'a souligné tout à l'heure, qu'on est des êtres hautement altruistes en parallèle et qu'on est des êtres capables de designer une morale, de penser une morale et de la faire changer au cours du temps, cette morale-là. Et qu'est-ce qu'on en fait? On pourrait tout à fait imaginer concevoir des modèles socio-éducatifs basés sur la non-violence. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui relève pas de l'utopie, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a quelques peuples pacifistes, quelques peuples humains qui réussissent à résoudre leurs problèmes sans jamais avoir recours à la violence. Mais là, ça demande une vraie évolution pour le coup. Ça demande une vraie évolution et puis ça demande à ce que les nouvelles générations soient éduquées en ce sens dès le plus jeune âge, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une période sensible qu'est l'enfance. Et si eh bien, on a accès à des films violents, on a accès à des scènes de violence autour de soi et qu'on pense qu'il faut résoudre les problèmes de cette manière-là, eh bien, très tôt, on est conditionné à penser de la sorte. Là où dans ces sociétés pacifistes qui sont souvent des peuples autochtones et qui donc finalement ne voient pas trop d'autres peuples, les comportements des autres peuples, eh bien, ils sont des peuples préservés, donc qui vont avoir pour modèle uniquement les membres de la communauté et finalement être imprégnés de cette non-violence et résoudre les problèmes différemment. Alors vous avez parlé de morale, c'est vrai qu'on entend maintenant de plus en plus d'éthologues et de spécialistes parler de la morale chez les animaux. Ça aussi, ça peut choquer certains humains qui pensent que la morale est proprement humaine. C'est quoi la morale chez les animaux? Alors moi, tout l'objet du chapitre La vie, ses vertus sur l'existence de cette morale chez les animaux, c'est que je différencie la morale du sens moral. Ce qu'on peut voir chez l'être humain, c'est qu'effectivement, nous avons une morale qui est un concept généré par notre culture, nos cerveaux, et qui est surtout relative. Aujourd'hui, quand vous parlez de morale en France, si vous interrogez comment un Français lambda pense à l'homosexualité, à l'avortement, à toutes ces grandes thématiques, à l'injustice par rapport à telle ou telle chose, et que vous interviewez quelqu'un qui vit en Iran sur ces normes de morale, ou aux États-Unis d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la morale n'est pas du tout la même en fonction du pays et en fonction de la culture. Au-delà de ça, donc la morale varie dans l'espace, mais elle varie aussi dans le temps. Ce qui était moral il y a 150 ans en France ne l'est plus aujourd'hui. Donc on voit bien que cette morale, c'est pas quelque chose qui est inhérent en nous. Et c'est pour ça que je distingue les deux termes. Et donc la morale, pour moi, est un concept, tandis que le sens moral que nous avons tous cette aptitude, alors évidemment à l'exception des psychopathes, parce qu'ils existent, il y a certains psychopathes qui malheureusement manquent d'empathie et qui ne bénéficient pas de cette aptitude-là, mais à exécrer des meurtres, par exemple, qui sont injustifiés, qui sont commis contre des enfants. Si vous voyez un enfant se faire torturer et tuer, vous allez immédiatement réagir pour sauver cet enfant-là. Encore, cela dépend de la culture, puisque j'ai parlé aussi d'une culture qui tuait les enfants en sacrifice, mais qui pensait que le faire pour le bien de la communauté. Donc, tout dépend, encore une fois, de où vous placez vos normes morales. Mais voilà, je différencie les deux. Et donc, d'où nous vient ce sens moral qui semble assez inné chez l'être humain, puisque chez les bébés humains, chez les enfants humains, eh bien, on a tout de suite des comportements d'empathie, de consolation qui vont être émis dès l'âge de 8 mois, parfois chez le bébé. Eh bien, ils viennent d'un ensemble de compétences prosociales que nous avons, dont l'empathie. Et cette empathie-là, j'en discute beaucoup, donc cette capacité à ressentir les émotions d'autrui, elle est beaucoup plus universelle que nous le pensions, puisque nous la partageons avec les autres animaux, tout du moins les mammifères et les oiseaux et probablement bien d'autres espèces. Et cette empathie-là, elle va effectivement permettre d'avoir des règles de vie collectives, donc une forme de morale chez l'animal, en tout cas un sens moral qui permet de ne pas s'entretuer à tout va et qui permet justement de régler un certain nombre de conflits dans la communauté.
D'accord. Alors, dernier point, parce que c'est passionnant, on pourrait en parler pendant des heures, mais très, très étonnant chez aussi où on découvre, c'est le sens du calcul. Ça, je trouve que c'est vraiment une des vraies découvertes aussi dans les dernières années. On a toujours pensé qu'on était les seuls à calculer, en fait pas du tout. On a même l'impression que les animaux sont plus forts en calcul que nous. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école déjà pour apprendre à calculer. Voilà, c'est surtout ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, mais cela dit, un enfant qui n'irait pas à l'école aurait certainement ces mêmes prédispositions, ce sens de l'arithmétique. Ce qu'on a montré effectivement, c'est que les animaux sont déjà capables de faire la différence entre plusieurs quantités. Donc ils savent dire que ça c'est petit, enfin dire, ils savent penser qu'il y a une petite quantité par rapport à une grande quantité. Mais bon, ça paraît assez intuitif finalement, parce que quand on a un tas de nourriture petit versus un tas de nourriture grand, on sait vers quel tas de nourriture l'animal va se diriger. Et au-delà de ça, les chercheurs sont allés beaucoup plus loin dans leurs expériences. Ils ont voulu savoir s'ils étaient véritablement capables de compter. Donc, il y a une expérience, par exemple, qui a été menée chez le dauphin, où on a montré, d'un côté, il y avait 5 symboles assez grands, en fait, donc en termes de quantité, qui prenaient une dimension assez importante, versus, par exemple, 7 symboles, donc il y avait plus à droite, mais petits symboles, donc en quantité plus petite. Et si l'animal est capable de dire que 7 est plus grand que 5, c'est bien qu'il est capable de compter, puisqu'il fait non seulement la différence entre les quantités, il se rend compte que la quantité est plus grande là, malgré tout, le nombre est plus grand ici. Et les dauphins performent très bien à ce genre d'exercice, donc ils sont capables de compter. Et pas seulement, parce que de manière bien plus étonnante encore, on a montré chez les abeilles que les abeilles, elles aussi, sont capables de compter jusqu'à au moins 6 ou 7. Chez les abeilles, on n'a même toujours pas compris encore leur danse extraordinaire, où là aussi, il y a pas mal de calculs. Je voudrais qu'on voit une vidéo de quelqu'un un singe qui est très connu, un petit chimpanzé qui s'appelle Ayumu, que vous allez aussi nous commenter, nous montrer, parce que là, c'est pareil. Lui, c'est une mémorisation des chiffres, et il n'a jamais été battu par aucun humain. Il est assez étonnant, ce petit singe, un petit chimpanzé, je crois. Oui, c'est un chimpanzé. Voilà, qui s'appelle Ayumu et qui habite à Tokyo. Voilà, on le voit, donc il est devant son ordinateur. Et en fait, on lui donne des chiffres, c'est ça? Alors, on lui donne des chiffres, donc il doit mémoriser non seulement l'emplacement des chiffres, les chiffres sont cachés par un carré blanc, et ensuite il doit reconstituer la suite numérique, mais de manière croissante. Et il va à une rapidité, mais c'est... Alors, il surpasse effectivement l'être humain. Jusqu'ici, on n'a jamais montré un être humain capable d'aller aussi vite que lui. Encore peut-être faudrait-il entraîner quelqu'un, mais en termes de mémoire comme ça, de travail, le chimpanzé nous surpasse largement. Et je crois que la personne qui travaille avec lui explique qu'en fait, dans la nature, c'est très utile de savoir calculer comme ça, de mémoriser très rapidement, parce que quand vous êtes dans une forêt, il faut savoir être capable de voir tous les prédateurs, les petits, les gros. Tiens, là, il y en avait 2, là, il y en a un, mais il est parti par là, etc. C'est exactement ça, c'est-à-dire que cette mémoire de travail qui est inhérente aux chimpanzés, elle est certainement extrêmement utile dans leur milieu naturel, là où nous, finalement, nous avons besoin d'une mémoire de travail, mais peut-être moins poussée que les chimpanzés. Donc l'explication qu'il y a derrière tout ça, c'est que probablement nos ancêtres avaient une mémoire de travail aussi développée que celle des chimpanzés, mais que nous avons perdu un peu de ces capacités au cours du temps, peut-être au profit d'une mémoire à long terme plus développée, qui est plus utile au quotidien pour nous autres sapiens. Mais surtout maintenant qu'on a une machine à calculer, on est tous assez nuls en calcul. Hein, franchement, ça c'est encore un autre débat. Alors en conclusion, avant qu'on passe aux questions dans la salle, en conclusion, j'aimerais bien vous demander, et demain, parce qu'on a déjà découvert des trucs hallucinants depuis 30, 40 ans, qu'est-ce qu'on compte encore découvrir demain? Est-ce qu'on a déjà des pistes de choses extraordinaires à découvrir, ou alors est-ce que c'est grand, l'horizon est tellement infini qu'on ne sait pas? On a beaucoup de choses à découvrir. Alors, je trouve que le travail qui a été réalisé ces 2 dernières décennies est absolument faramineux. On a énormément engrangé de connaissances et on peut saluer le travail des chercheurs, des éthologues notamment, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup de chercheurs qui s'occupent de ces questions-là. Mais effectivement, il reste encore beaucoup à faire. Je pense notamment aux émotions, je pense aux travaux sur l'intelligence, parce que, évidemment, quand l'éthologue va étudier telle ou telle espèce, on reste sur une espèce donnée. Il y a plein d'autres espèces qui n'ont pas encore été testées dans ce type d'expérience. Et je pense aussi au progrès
Là, on parle dans peut-être quelques centaines d'années, mais au progrès de l'intelligence bionique et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait qu'on est capable, par exemple, de détecter certaines pensées de l'homme, alors très simples, hein, des pensées très simples, mais grâce justement à cette intelligence-là, artificielle, et on peut tout à fait imaginer que dans un futur beaucoup plus lointain, eh bien, on soit capable de décoder les pensées des animaux au même titre qu'on serait capable de décoder nos propres pensées. Alors, ça peut paraître très science-fiction, mais quand on voit les progrès qu'on a réalisés juste ces 10 dernières années là, sur cette thématique-là bien précisément, on est absolument... Enfin, moi, je suis émerveillée par ce que l'humanité arrive à faire. Il y a déjà je ne sais plus quelle équipe aux États-Unis, je crois, qui travaille sur le décryptage du langage des dauphins grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, on y est déjà, c'est-à-dire qu'on commence, alors on pose les bases, hein, évidemment, on est loin d'avoir tout décrypté, mais les scientifiques s'y intéressent de plus en plus, que vous vous rendez compte, si vous arrivez à décrypter complètement le langage d'un animal, ce serait fabuleux. Ça veut dire aussi créer un mode de communication entre l'homme et l'animal, là où nous sommes peu doués, finalement, nous-mêmes, pour décoder tout ce que l'animal a à nous dire. On a des études aussi qui nous montrent que autant le chat, par exemple, notre chat, notre chien est très attentif à ce qu'on est en train de lui dire, à nos changements subtils parfois de comportement, autant nous avons du mal à décrypter les changements comportementaux de nos animaux. Je pense au syndrome du chat caressé-mordeur. Vous savez, quand vous caressez votre chat et que d'un seul coup il se retourne, qu'il vous mord, vous le trouvez complètement bête ce chat, mais pourquoi il s'est retourné, qu'il m'a mordu? Sauf que votre chat, il vous a envoyé 1000 signaux avant de vous mordre, mais c'était tellement subtil pour vous, vous ne les avez pas vus. Alors que le chat, lui, il a cru que vous étiez en mesure de les voir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, et je pense que c'est vraiment une voie d'avenir. Un grand merci, Jessica Serra, pour nous avoir fait rêver dans tous ces talents des animaux et nous montrer qu'il y a encore des milliers de choses à découvrir. Je vous remercie et je pense que vraiment, merci, vous méritez... Alors maintenant, écoutez, on va passer aux questions. On a Carole qui a normalement Anne, voilà, qui a le micro. Est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, je ne vois pas grand-chose. Oui, voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Bonjour, merci Bonjour. encore pour l'organisation de cette journée. Merci. Plus qu'une question, c'est un témoignage, un petit peu original, puisque en fait, c'est avec des chimpanzés et des gorilles. J'ai eu la chance d'aller travailler comme bénévole au Cameroun et au Congo. Oh là là. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé Merveilleux. déjà, c'est le rire. J'ai été mère de substitution pendant 6 semaines d'un bébé chimpanzé de 1 an. Et vraiment, il y a un petit rituel. Le soir, elle se mettait sur le lit, elle levait ses petits bras et je la chatouillais sous les bras et je l'ai filmée. Là, c'est pas de l'anthropomorphisme, elle éclatait de rire et elle adorait ça. Oui, Deuxième, oui, allez-y. Je rebondis sur le rire parce qu'on avait prévu d'en parler avec Hélène, mais je pense qu'on n'a pas eu le temps. Et ben voilà, je le fais. Alors C'est très bien, pardon. voilà. Il y avait tellement de choses. Donc c'était un vrai rire, C'est un vrai rire, et c'est un rire qui est extrêmement ressemblant d'ailleurs à nos rires. Ce sont des expirations saccadées. Les chimpanzés, les grands primates sont sensibles aux chatouilles, comme nous. Ils sont capables de rire de manière très similaire à nous. Et il y a une étude scientifique qui a été menée sur l'existence du rire, justement, chez les grands primates, et qui montre, et des vidéos, des observations qu'on peut trouver sur le net, qui montrent l'existence d'un véritable rire, effectivement, et d'une sensibilité aux chatouilles qui, d'ailleurs, dépasse les grands primates, puisque même les rats, plus récemment, on a montré qu'ils étaient sensibles aux chatouilles, qui vont, eux, pas rire de la même manière que nous, mais émettre des ultrasons un peu particuliers qui sont vraiment spécifiques à cette sensation de chatouille. Mais alors, c'est pas tout à fait le même rire quand même, parce Oui, qu'il y a le celui de- rire des chatouilles et puis il y a le rire, je rigole parce que c'est drôle. Voilà. C'est pas pareil. Non, mais là, c'était quand même. En tout cas, il y avait une recherche parce que j'étais étonnée d'ailleurs que ce petit rituel, puisque ça a duré 6 semaines, cette expérience, se soit instaurée aussi rapidement. Aussi par rapport à l'intelligence. Donc, ce bébé chimpanzé avait 1 an. Donc, si on fait un rapport avec l'enfant, il avait une grande, grande angoisse de me quitter, parce que je pense que dans la nature, il ne quitte pas. Bon, je ne vous raconte pas les conditions atroces, pourquoi je me suis retrouvée avec elle. Mais ce qui était marrant, c'est qu'elle avait compris qu'il y a un moment où je n'essayais plus de la quitter, c'est quand je mettais mon pyjama. Ça, c'est en 2 semaines où c'était le seul moment où elle se décollait de moi et elle se déplaçait dans la pièce où nous étions toutes les deux. Ça, franchement, ça m'a sidérée qu'au bout d'1 an, elle ait compris aussi vite que quand je mettais ça, c'était tranquille pour nous.
Et dernière chose, à côté de nous, il y avait 2 bébés, la gorille, dont c'est pas moi qui m'en occupais, c'est 2 autres personnes. Et ça, c'est intéressant. Les 2 avaient été, elles n'étaient pas de la même famille, hein, mais les 2 avaient été récupérées en ayant vécu des trucs atroces, peut-être une plus que l'autre. Mais c'est là où on voit la résilience, pour employer un mot à la mode. Et la personnalité, c'est qu'une des 2, qui s'appelait Lucie, je m'en souviens encore, elle fallait qu'elle s'occupe, c'était la reine du ménage. Hein. Elle faisait le ménage tout le temps. L'autre, Chicabou, elle était, vous savez, comme ces enfants qu'on voit parfois. C'était d'avant en arrière, à regarder sa main comme ça. Et quand je la prenais dans mes bras, de temps en temps, on sentait, mais dans ses yeux, tout le malheur du monde. Donc il y en a une qui très vite arrivait à reprendre le dessus, et l'autre moins. Et paraît-il que les gorilles, c'est beaucoup plus long pour leur redonner l'envie de vivre que les chimpanzés. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais vous en parler des heures. C'était juste un petit témoignage. Merci beaucoup. Jessica, comment vous réagissez à ça? Est-ce qu'il y a des animaux, en effet, qui ont plus un pouvoir de résilience que d'autres, comme chez nous les humains? Je pense que c'est très dépendant aussi de la personnalité. Hein. On a tendance à oublier que les animaux ont leur propre personnalité et aussi de la gravité du traumatisme. Effectivement, il y a des animaux qui sont plus sensibles que d'autres, comme chez les humains. Et effectivement, l'expérience traumatisante, on le sait. Il y a des adultes qui ont eu une enfance abominable et qui arrivent à rebondir, là où d'autres vont finalement rester coincés dans leur enfance et être dans la souffrance toute leur existence par rapport à ce qui s'est passé dans leur enfance. Et pour autant, les événements peuvent être aussi douloureux pour l'un que pour l'autre. Mais certains, effectivement, vont s'accrocher plus vite à la vie ou vont avoir un environnement aussi qui va être autre et qui va leur permettre plus facilement parfois de rebondir, là où d'autres adultes vont finalement ressasser en permanence ce qui s'est passé dans leur enfance et vont vivre ce traumatisme de manière presque continuelle. Et c'est très triste parce qu'on sait que justement l'enfance, c'est une période absolument fondamentale pour l'acquisition de la confiance en soi, pour l'acquisition de liens sociaux, de la construction des liens sociaux pour avoir un individu qui soit équilibré, épanoui. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui, je Bonjour. suis là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la capacité des animaux au service de l'homme? Je veux dire par là, par exemple, ce qui a été mis au point par l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, c'est par exemple la capacité à déceler par les chiens le virus du Covid, à anticiper les crises d'épilepsie, à détecter de manière prématurée certaines formes de cancer. Voilà, il y a plein de choses comme ça que l'on découvre aujourd'hui. Ah oui, je pourrais presque... C'est une question piège, ça, parce qu'il lui faudrait 1 heure, là, je pense, au moins. C'est ça, je pourrais vous en parler longuement parce que j'avais travaillé sur un projet d'études sur les chiens détecteurs de cancer, justement. Et puis, je suis très familiarisée à ces questions, justement, des chiens qui sont capables de détecter des odeurs précocement et puis de détecter des odeurs bien mieux que nous. Effectivement, on utilise le chien de manière privilégiée parce que, bon, le chien, déjà, est un champion de l'olfaction. Donc, il est capable de décrypter des odeurs beaucoup plus rapidement et dans des concentrations beaucoup plus fines que nous ne le faisons. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le chien, on l'a sélectionné pendant des millénaires pour ses facultés de coopération avec l'homme et que donc on est capable de l'y apprendre très très rapidement, surtout ces chiens de travail-là, à marquer l'arrêt quand ils vont dire que par exemple ici ils perçoivent du Covid ou ici ils perçoivent une odeur associée au cancer. Donc ce travail, il est phénoménal et surtout il permet des résultats d'une extrême précision, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que des derniers résultats que j'avais lus, pour les chiens détecteurs de cancer, on frôlait les 100%. Pour les chiens détecteurs du Covid aussi, on frôlait les 100% de taux de réussite. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de dire mais pourquoi on les utilise je comprends pas plus? pourquoi on se tape le truc dans le nez, nous, alors que c'est vachement plus sympa d'aller voir un chien. Hein. C'est Franchement, ça. je Alors, surtout pas, chez ça. les enfants, les tests nasopharyngés chez les enfants, on n'y pense pas Mais oui. souvent, mais Pour moi un j'ai des enfant, c'est moins enfants assez traumatisant, hein. traumatisants Ouais. parfois. Ouais. J'ai vu des scènes dans des pharmacies. Alors voilà, j'ai toujours un regard un peu d'éthologue, de prendre du recul, Et de maman. et de maman sur les comportements humains. Et on se dit, bah tiens, c'est la normalité maintenant, mais je vois des enfants qui vont à la pharmacie en pleurant avec ces tests-là, et qui en plus donnent le stress aux autres qui attendent derrière, et du coup, ils nous racontent ça comme un traumatisme. Et je pense que c'est en tout cas
un souvenir qui va rester gravé en eux, alors qu'effectivement, on a des méthodes extrêmement efficaces aujourd'hui, en partenariat avec l'animal. C'est une vraie relation de collaboration avec l'animal et qui sont extrêmement prometteuses. Et donc, on a aussi effectivement des chiens détecteurs de crise d'épilepsie qui vivent cela en permanence avec leur maître, qui sont capables de sentir la crise d'épilepsie arriver avant même que la personne la sente arriver, ce qui leur permet d'appeler les secours immédiatement. Donc effectivement, le potentiel de nos chiens est phénoménal, de nos chats aussi, on n'y pense pas souvent, mais il existe quelques exemples de chats, quelques je dis bien parce que ce n'est pas le plus fréquent, mais il y avait ce fameux chat Oscar, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, qui en fait, malheureusement, c'est pas très gai, détectait le moment où la personne n'allait pas tarder à décéder. Et donc ce chat se positionnait sur le lit du patient quelques minutes ou quelques heures. Pas cool quand le chat rentre dans la pièce. Hein. C'est ça. On se dit, waouh, super. Il faut juste savoir le temps. Salut. D'appeler peut-être la famille, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu triste, mais en tout cas, ça montre que le chat lui-même a cette capacité à détecter aussi des molécules olfactives très finement. On l'utilise beaucoup moins par rapport au chien, tout simplement parce que le chat est beaucoup plus indépendant. Le chat n'a pas été sélectionné au cours du temps pour ses facultés de coopération et d'attention envers l'homme, qui donc est beaucoup plus facile d'apprendre à un chien ce genre d'exercice qu'à un chat. Mais ça n'est pas impossible. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui, bonjour. Une question d'internaute. Bonjour. Bonjour. Ça marche. Donc, quand même, tout de suite, une superbe remarque d'un internaute. Fabuleux, vous me permettez de me débarrasser de mes préjugés et de m'ouvrir des connaissances que je n'avais pas. Merci. Ah, c'est chouette. C'est chouette, merci. Et d'autres disent bravo et que c'est passionnant. La question. A-t-on documenté la folie des animaux sauvages ou seulement chez des animaux domestiques de compagnie ou en captivité? Alors, je vais plutôt parler, moi, de la folie des animaux domestiques en captivité. Effectivement, il y a des choses qui ont été documentées. Je sais qu'il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, c'est Michel Kreutzer, ça s'appelle « Les folies animales » et il va venir à l'université d'été de l'animal la fin août pour nous parler de ça. Et en effet, il y a assez peu d'études sur les folies des animaux sauvages, parce que c'est un petit peu compliqué quand même à étudier, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques-unes, il y en a plus effectivement sur les animaux de compagnie essentiellement, mais effectivement, le terme folie, eh bien, on l'utilise aussi maintenant chez les animaux. Ils partagent des tas de problèmes mentaux. Ils partagent des tas de problèmes avec nous, ça on en est sûr aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chats bipolaires, mais... Je crois qu'il y en a quelques-uns. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, je vois des bras se lever. Oui, bonjour. Et merci de tout ce que vous nous avez apporté. Ma question elle est la suivante. Est-ce que vous connaissez une espèce hors Homo sapiens qui tue par plaisir, comme nous le faisons? Je pense à la tauromachie, à un tas de choses comme ça. Alors, la tauromachie, j'en discute, c'est marrant que vous veniez sur ce sujet. Je discute de tous ces jeux-là qui impliquent la torture animale ou humaine, hein, parce qu'avant la tauromachie, c'était aussi des hommes qu'on balançait dans l'arène. Et c'est absolument... alors, je vis à Nîmes, donc autant vous dire que la tauromachie existe toujours. Les Français ne savent pas forcément, mais les corridas avec tuerie in fine de la corrida, ça existe toujours, et particulièrement à Nîmes. Donc, je suis particulièrement sensibilisée à cette question-là. Et donc, j'ai cherché à savoir, finalement, cette tauromachie, pourquoi ces jeux-là? Qu'est-ce que les Romains ont trouvé de beau dans ces jeux-là, ou d'attractif en tout cas? Et je discute beaucoup de cette volonté que nous avons finalement d'asseoir notre autorité, d'asseoir notre domination sur le reste du vivant. Et ce qui se passe, à mon sens, quand les gens se délectent de ce genre de spectacle épouvantable, c'est qu'ils rejouent le théâtre de la nature. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est dans une position de toute domination où le toréador va tuer un taureau et parfois lui arracher le cœur à la fin. Enfin, passons les détails, mais va tuer l'animal et finalement, le spectateur est bien au chaud dans son gradin et revit une situation de toute domination sur l'animal, ou en tout cas se délecte d'une cruauté, effectivement, qui est absolument inouïe. Ça, cet attrait pour la violence, cet attrait un peu pour la mort, elle est effectivement
chez beaucoup d'entre nous, elle est en nous. Qu'est-ce que nous en faisons? Soit nous décidons d'être hautement empathiques envers les animaux, soit, à mon sens, c'est aussi pour conjurer leurs propres angoisses existentielles que ces personnes-là vont voir ce type de spectacle ahurissant en se disant finalement, je suis là, je conjure ma peur de la mort en voyant la mort de l'autre. Et en plus, je me convainc que je suis en position de toute domination parce que c'est pas moi qui est en train de souffrir dans l'arène. Donc là, on peut pas parler de la tauromachie, mais à l'époque romaine, c'était pas que des taureaux, c'était des éléphants, c'était des fauves et c'était par milliers. Donc il faut voir quelle boucherie ça a été. Il y a même des écrivains de l'époque qui donne tous les détails de ces attaques d'éléphants qui sont sauvagement attaqués, un qui sort de l'arène parce qu'il veut s'en sortir, mais qui se fait dilacérer sur place. Enfin, et les gens exultaient devant ce type de spectacle sanglant. Donc il y a quand même cet attrait de la violence pour certains, et il y a surtout cette manière de dire finalement, je ne suis pas une bête, je suis différent des bêtes, je suis en position de toute domination, et ce qui se passe ici, regardez, moi je suis là, il m'arrive rien. En revanche, il se passe quelque chose. Voilà, je conjure un peu aussi. Pour revenir à la question de notre. Oui. En fait, est-ce que chez les animaux on trouve ça? On donne toujours l'exemple du chat qui semble jouer avec ses victimes. Alors oui. Est-ce qu'il a l'empathie de savoir qu'il fait souffrir? Moi, je me suis non. toujours posé la Alors question. en fait, il joue. Oui, il est complètement dans le jeu. Il faut savoir que les animaux catégorisent très bien, au même titre que nous le faisons, les autres animaux dans des catégories. Et le chat va apprendre à chasser en général quand sa mère lui ramène des proies à demi-mortes dans le nid. Et donc, il va catégoriser les proies en se disant, enfin, il ne va pas se le dire comme ça, mais c'est une proie. Donc, il n'a aucune empathie envers ses proies, ce qui explique des comportements qui nous paraissent extrêmement cruels quand on voit son chat en train de... Moi, je cours régulièrement derrière mon chat lorsqu'il est en train d'abattre une souris parce qu'il joue effectivement beaucoup avec. Il se régale de ce jeu-là. Mais tout simplement, si vous prenez un psychopathe qui n'a aucune empathie envers sa proie, il ne sait presque pas qu'il fait mal parce qu'en fait, il est simplement dans ce comportement de jeu, en tout cas le chat. Donc oui, la cruauté existe chez les animaux, mais enfin plutôt entre... Des prédateurs proies. Là, on ne peut pas parler de cruauté, Oui, on peut vraiment parler... Mais on le voit pour le chat, parce que quand vous lui mettez une souris en plastique Oui. Au bout d'une ficelle, il joue exactement de la même façon. Complètement, Donc, complètement. Que la souris soit vraie ou pas, en fait... il n'a pas d'empathie envers sa proie. Donc pour lui, il est en train de jouer avec un objet, ouais. comme vous le feriez. Si vous écrasiez un objet, vous n'auriez pas d'empathie envers l'objet, donc vous pouvez lui faire n'importe quoi. Et puis, évidemment, il y a cette notion de sensibilité à l'animal. C'est-à-dire que je pense quand même que les gens qui vont voir des taureaux se faire abattre dans une arène n'ont pas forcément spontanément une grande empathie Bien envers sûr. le taureau, de base. On a à peine le temps de prendre une toute petite question, parce qu'après, il faut vraiment qu'on passe à... Mais sinon, vous pourrez voir Jessica Serra après. Bonjour, merci Bonjour. pour tout ce que vous avez fait, y compris sur TF1. Je voulais savoir, est-ce qu'on a pu prouver que les animaux qui partent à l'abattoir ressentent la mort, la tristesse, la douleur, enfin l'abandon? Alors la peur, c'est certain, ça on l'a démontré. La tristesse, on ne l'a pas encore démontré, mais je vais vous faire part d'une expérience très personnelle. Je travaillais à une époque dans un laboratoire. On m'avait envoyé chercher une seringue et je ne savais pas où j'atterrissais. Alors c'est une seringue, c'était pas du tout pour piquer un animal, c'était pour la remplir d'un liquide odorant. Et en fait, je pénétrais dans un abattoir expérimental sans le savoir. Et je me souviens avoir su que j'étais en contact de cadavres parce que j'ai perçu l'odeur de la mort. Et j'en ai pas discuté, il me semble pas. J'avais voulu en discuter dans un de mes livres, et puis je me suis dit, bon, je vais pas aller dans les détails glauques. Mais quand les animaux se font abattre en général, et je pense que les personnes qui travaillent dans les abattoirs pourront bien vous le dire, il y a une odeur de la mort. Il y a une odeur qui est vraiment très particulière. Et cette odeur-là, tous les animaux sont capables de la sentir, et ça les met dans un effroi assez incroyable. Donc le stress, il est phénoménal. Alors déjà, il y a le stress quand même du transport de l'animal. Et puis, il y a le stress sur place, qui est quand même des gens qui essaient de faire des efforts pour déstresser l'animal, mais clairement, l'animal, à mon sens, sait qu'il va arriver quelque chose de dramatique. Et clairement, on ne peut pas nier, en tout cas, le stress épouvantable que ressentent les animaux une fois à l'abattoir.
Bon, c'est pour ça qu'il faut qu'on lutte tous pour arrêter l'élevage industriel et tout ce qui se passe aujourd'hui avec les abattoirs pour les animaux. Mais c'est un autre sujet. Je vous propose de remercier énormément Jessica Serra, parce qu'après, on va accueillir... Merci Jessica.